L'esclavage a revêtu diverses formes tout au long de l'histoire depuis le néolithique jusqu'à nos jours. Il se traduit à la fois par un droit de propriété qu'exerce le maître sur l'esclave et l'acte de désocialisation et d'exclusion du processus d'asservissement. Afin de mieux le comprendre, nous avons décidé de nous concentrer sur l'Antiquité et plus particulièrement sur le travail des esclaves à Rome. Le même phénomène caractérise le bâtiment dont s'occupent principalement les esclaves publics, servui publici, qui appartiennent au gouvernement romain. C'est à travers les vestiges de ces objets, de ces monuments, que nous pouvons percevoir ce mode de production esclavagiste. Les esclaves publics assurent des tâches d'intérêt général et travaillent pour les services municipaux dans des situations parfois très contrastées. Ils peuvent ainsi s'occuper de la voirie ou être employés à des tâches administratives. À Rome, l'artisan peut être libre de naissance. Affranchi ou esclave, la proportion d'esclaves est variable selon les siècles et les provinces. Il existe des officines où les travailleurs sont réduits à des tâches non seulement anonymes mais aussi parcellaires, répétitives et contraignantes. Dans la céramique, la métallurgie, le textile fleurissent à certaines époques et dans certaines régions des entreprises qui emploient une main-d'œuvre nombreuse et peu qualifiée, fabriquant en série des produits destinés à une commercialisation massive. L'esclave rural exécute des travaux agricoles. Le système de la villa esclavagiste apparaît au IVe siècle avant Jésus-Christ comme le secteur agricole dominant. La villa romaine, en tant que propriété rurale, est à la fois une résidence de campagne, souvent luxueuse, pour les grandes familles et une exploitation agricole. La gouvernance du domaine est assurée par le villicus et sa compagne la villica. Souvent esclave lui-même, le villicus est associé à des monitores. Les travaux les plus rudes sont effectués par des esclaves enchaînés le soir dans des cachots souterrains appelés ergastules. Le magister pecoris, quant à lui, est à la tête des esclaves qui se consacrent à l'élevage du bétail dans la ferme et de ceux qui gardent les troupeaux envoyés dans des packages éloignés. La villa est par conséquent une économie bisectorielle. Ce système met en évidence la permanence d'un mode de vie, d'une organisation de l'espace, d'un type d'architecture et d'une société dominée par une aristocratie terrienne. Les esclaves qui travaillent dans les mines sont les plus maltraités. Au bas de l'échelle sociale, ils sont comparables à des forçats, tant leurs tâches sont ardues. Cette attribution équivaut presque à la condamnation à mort. À la mine, les esclaves sont envoyés dans différents secteurs. Nous avons tout d'abord l'extraction, mais aussi le broyage et le lavage du minerai. Et pour les plus instruits, la gestion et la surveillance du travail. Les esclaves domestiques sont en général les mieux traités. Dans les maisons modestes, les quelques esclaves sont proches de leur maître et font plus ou moins partie intégrante de la famille. Dans les plus grandes maisons domi, les tâches nombreuses et variées permettent une spécialisation, distinguant ainsi les emplois ménagers mineurs, ministères, des emplois nobles, magistères, tels que secrétaire, comptable ou pédagogue. Ces derniers sont les premiers esclaves concernés par l'affranchissement, dû à la proximité de leur maître et aux emplois à responsabilité qui leur sont confiés. Cependant, les esclaves restent très dépendants de leur maître et ces avantages ne sauraient effacer la dureté de leur existence servile. Étant considérés comme des objets, ceux-ci doivent répondre à tous leurs désirs dans un cadre d'exploitation aussi bien économique que sexuel. Pour conclure, l'esclavage apparaît bien dans le monde antique comme un système économique et social qui suppose une forme d'organisation et d'exploitation du travail qui constitue une source de richesse et s'affirme comme une des composantes d'un mode de vie.